Je me suis réveillée un matin et je ne savais plus qui j'étais. J'étais dans ma chambre, couchée à côté de celui qui était mon mari. J'ai cru que je m'étais faite kidnapper et que cet homme me faisait du mal. Je suis sortie du lit et en fait, mon réflexe, ça a été de me mettre dans un coin pour me protéger en fait, parce que je ne savais pas quoi faire. Et lui, du coup, il a essayé de s'approcher, mais ça me faisait encore plus peur. Et je pense que l'instinct de survie a pris le dessus. À un moment donné, j'ai eu le sentiment que je pouvais lui faire confiance, mais sans vraiment expliquer comment ni pourquoi. Au moment où je me suis levée, je vois une femme face à moi et j'avance et je vois que cette femme, elle fait la même chose que moi. Sauf que c'était pas une femme, c'était moi. C'était mon reflet. Et là, ça a été un deuxième traumatisme parce que je me touchais. Enfin, terrorisée parce que je ne savais pas qui était cette femme. Au final, je me rends compte que c'était moi, mais je ne savais pas à quoi je devais ressembler. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris que vraiment, c'était plus grave que ce qu'il ne pensait, en fait, et qu'il m'a amenée dans la chambre de nos enfants qui était juste à côté de la nôtre pour me montrer qu'en fait, on était une famille, entre guillemets, même si ça voulait absolument rien dire pour moi. Au moment où je vois ces enfants allongés et ils sont en train de dormir, je ne sais pas qui ils sont, en fait. Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est où suis-je, qui suis-je, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je pleurais tellement que lui, à un moment donné, il m'a demandé de rester là où j'étais, qu'il allait chercher de l'aide. Et en fait, je le vois prendre un objet et taper dessus. Donc c'était un portable, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je l'entends qui parle et qui dit: «Ma femme a un problème». Il est venu après, il m'a dit: «C'est bon, les pompiers vont arriver». Mais c'était qui les pompiers? C'est quoi les pompiers? Pareil. Je ne savais pas. C'est à ce moment-là que les enfants sont sortis, de leur chambre, ils se sont réveillés et ça a été encore un choc parce qu'ils sont venus spontanément et quand ils m'ont appelée maman, j'ai crié à ce moment-là parce que pour moi, enfin, c'est: «Pourquoi tu m'appelles maman? C'est quoi une maman?» Je ne savais pas et là, je découvre en fait, la nature, les arbres, les voitures, cette voiture de pompier et après je suis restée peut-être 2 ou 3 jours à l'hôpital et c'était, encore plus difficile et traumatisant parce qu'il y avait des gens qui défilaient, il y avait, des médecins qui me posaient des questions, qui me faisaient des examens. Quand enfin ma famille a pu venir, me voir, c'était aussi compliqué parce que les enfants ne pouvaient pas rester. Au final, c'était eux en fait, mes «personnes de confiance» entre guillemets, donc j'étais livrée à moi-même. On a été dans une errance médicale pendant des années. Les médecins me disaient: «Ça va passer». Je cherchais à savoir ce qui m'arrivait et c'est moi, en fait, en 2018, j'étais à la gare de Marne-la-Vallée, je m'apprêtais à prendre le train pour Lyon et je vois un magazine où c'est écrit: «Il a perdu son identité» ou je me souviens plus du nom. C'était un magazine Cerveau et Psycho et du coup ça m'interpelle. Donc j'achète le magazine mais je ne le lis pas tout de suite. Je le lis peut-être 2 mois après et je lis l'histoire de ce monsieur et en fait, c'est la mienne. J'ai découvert le nom de cette maladie, ça s'appelle une amnésie d'identité. Donc à un moment donné, il y a eu un rejet aussi du corps médical par rapport à ça parce que j'avais l'impression qu'on me prenait pour une folle. Voilà, à un moment donné, on a proposé de m'interner dans un centre spécialisé. Mon mari, à l'époque, il a refusé parce qu'il avait plus l'impression que c'était une clinique où, voilà, on allait me considérer comme quelqu'un, de folle, tout simplement. On m'a donné aussi des antidépresseurs, mais du coup, à un moment donné, on a dû couper avec ça parce que ça au lieu de m'aider, à part répéter de stimuler la mémoire, en fait, ça me faisait sombrer dans une profonde dépression. Parce que j'avais vraiment l'impression que si je ne retrouvais pas la mémoire, je ne pouvais pas être quelqu'un. Et à ce moment-là, je rentre dans une phase d'apprentissage. C'est-à-dire que j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup et je mémorise très vite. Je me sentais inadaptée parce que forcément, bon, on m'a pas autorisée à reprendre mon travail tout de suite puisque je ne m'en souvenais pas. J'apprenais ce que c'était mon téléphone, l'ordinateur, la boîte noire, du salon, en fait, c'était la télé. Donc c'était vraiment une phase d'apprentissage, mais stressante parce qu'en face, il y a aussi les proches. Et alors que pour moi, j'apprenais la vie, les proches, eux, ils avaient un deuil à faire. C'était difficile pour moi à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose et qu'on me disait: «Mais avant, tu faisais pas ça». J'étais dans une espèce de flou où j'apprenais, mais en même temps, il fallait que j'apprenne un rôle qui était déjà défini pour moi et ça, c'était difficile. Et quand j'ai essayé de reprendre mon travail, mon ancien travail, pareil, ça s'est soldé par un échec parce que j'étais dans un environnement que je ne maîtrisais plus du tout, avec des personnes qui me connaissaient que je ne reconnaissais pas, donc j'étais devenue la bête de foire. Ce retour à la maison, ça a été à la fois source d'apprentissage, mais aussi beaucoup de peur et d'angoisse et de stress et c'est pour ça qu'à 3 reprises, j'ai essayé de me suicider, en fait. J'étais
dans un désarroi parce que j'avais l'impression que les gens autour de moi ne me comprenaient pas, me prenaient pour une folle. Parfois même, j'avais l'impression qu'on me prenait pour une menteuse, en fait. Surtout que j'ai commencé à en parler sans le dire à qui que ce soit, c'est-à-dire que j'ai commencé à en parler sur les réseaux. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est pas une manière de faire le buzz? Enfin, voilà. Et parfois, on me faisait même sentir que j'étais coupable de quelque chose. J'avais l'impression que je n'avais pas le droit d'exister. À ma 3e tentative de suicide, j'étais vraiment au fond du gouffre. Je me suis écroulée sur le sol. Et je me disais, mais comment je fais? Est-ce que je prends des médicaments? Est-ce que je m'ouvre les veines? Et j'ai fermé les yeux et à un moment donné, je me suis sentie partir en fait, littéralement. Et il y a une petite fille, je ne sais pas si je rêvais, si j'ai halluciné, je n'en sais rien du tout. Et il y a une petite fille qui s'est approchée de moi et qui m'a dit, mais faut que tu te relèves, Lia. Et là, je dis, mais c'est qui Lia encore? Enfin, je m'appelle Yasmine, je ne m'appelle pas Lia. Et elle a souri, elle m'a dit, non, non, mais c'est toi, Lia. Donc lève-toi. Lève-toi et vis en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui a switché dans ma tête, dans mon corps, mais je me suis dit, c'est terminé. Je ne veux plus recouvrer la mémoire. Je veux plus qu'on stimule ma mémoire. Si ça s'est passé, c'est qu'il y a une raison. Et désormais, je ne veux plus qu'on m'appelle Yasmine. Je veux qu'on m'appelle Lia. Et ça a créé un énorme cataclysme dans ma famille. J'ai eu des reproches que je ne pensais pas justement à ma famille, que c'était injuste, que mes parents avaient choisi mon prénom, que voilà, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était limite vital. Je ne grossis pas les choses, c'était vraiment une question de vie ou de mort pour moi, parce que je sentais que si je continuais dans cette voie à vouloir récupérer la vie de quelqu'un dont je ne me souvenais pas, j'allais y passer. Et la prochaine fois, ça serait radical. Et ce qui a favorisé ce changement de prénom, c'est que quand cette petite fille que j'ai vue m'appeler Lia, pour la première fois, j'avais l'impression qu'on m'appelait. Mon rapport au corps a été progressif. C'est-à-dire que déjà, j'ai appris à connaître les parties de mon corps, j'ai appris à, voilà, à passer de la crème, prendre une douche. Ça paraît bête, hein, mais c'était difficile pour moi. La première fois que j'ai eu mes règles, par exemple, j'ai cru que je faisais une hémorragie. J'ai commencé à pleurer, à crier et j'ai découvert la sexualité en posant des questions. Ça veut dire quoi se toucher? C'est quoi le clitoris? C'est quoi se doigter? Enfin, mais comme une enfant, donc j'avais pas conscience que ça pouvait mettre l'autre mal à l'aise. Et je crois que la sexualité, je l'ai vraiment découverte du coup quand j'ai senti le malaise avec les sextoys. Parce que je voulais savoir, mais c'est quoi un orgasme? Et pareil, la première fois que j'en ai eu un, j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. La séparation avec mon mari, aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça s'est fait progressivement. En fait, je ne me considérais pas comme une personne. Et je n'étais pas considérée comme une personne, j'étais considérée comme une malade, comme un boulet pour beaucoup de personnes. Pour mon mari, les gens me disaient souvent, tu as de la chance, il est resté. Il y a eu plusieurs situations où j'ai été humiliée, en fait, clairement, y compris par d'autres femmes qui me faisaient encore plus sentir que je n'étais pas sa femme et que je n'étais pas une femme. Des paroles très blessantes. Et en fait, j'avais le sentiment qu'il ne se rendait pas compte de ce que ça me faisait. Aujourd'hui, c'est difficile de parler de lui parce qu'il n'est plus mon mari et que ça a été difficile pour moi aussi. Parce que je me suis construite en me disant que j'étais la femme de quelqu'un et je n'ai pas compris parce que j'avais l'impression d'avoir tout fait pour redevenir la femme qu'il avait épousée. Quand on est amnésique, on apprend tout. Donc, on n'a plus le conditionnement, on n'a plus les liens du sang qui comptent autant que quand on grandit. Cette amnésie m'a aidée à découvrir ce qu'est la vie, ce qu'est l'amour, ce que sont les relations et ce que sont des relations saines surtout. Et pour moi, cette amnésie est porteuse d'espoir pour moi et pour toutes les personnes qui pourraient se reconnaître dans ce cheminement. Parce que ce sentiment de ne pas être quelqu'un à part entière, on peut le ressentir à différents moments de sa vie. Peu importe notre histoire, on a notre place en fait. Peu importe notre histoire, on est digne d'être aimé. Peu importe notre histoire, nous sommes des personnes à part entière en fait. Aujourd'hui, je vais bien. Je ne dirais pas que je suis totalement guérie parce que j'ai d'autres problèmes de santé à côté. Mais en fait, je suis en vie. L'amnésie ne fait pas de moi quelqu'un d'anormal ou de réduite en fait. Non, pas du tout. Bien au contraire, je crois que ça m'a appris à vivre.